La première chose que j'ai remarquée, quand je l'ai vu, c'est son âme. Il est énigmatique. La barbe, le regard. Il est particulier, vraiment particulier. C'est le début d'une grande enquête à travers l'Europe. Ce portrait d'un homme, aux traits étrangement familiers, questionne les experts. J'ai tout de suite vu que c'était un portrait de Léonard. Une enquête qui nous entraîne dans le passé, en Italie, au temps de la Renaissance. Ce tableau aurait-il été peint par Léonard de Vinci? Aurions-nous enfin découvert le vrai visage du peintre? Un matin de 2008, un collectionneur m'a contacté et m'a demandé d'examiner des tableaux de sa collection. En tant qu'historien de l'art spécialiste de peinture ancienne, j'ai tout de suite pris la décision de me rendre chez lui, à Salerne, pour aller les examiner. Sono Nicola Barbatelli. Il y avait une centaine de peintures dans cette collection, avec des choses moyennes et des choses plus intéressantes. Et à la fin de ma visite, le collectionneur m'a demandé d'examiner un tableau. Il me montre un portrait enveloppé dans une couverture que je n'oublierai jamais. Il me dit « Regarde ce petit tableau, une peinture que j'ai même essayé de vendre aux enchères sans y parvenir. Je te présente Galilée. » Comment ça, Galilée? C'est Léonard. J'ai tout de suite pensé que c'était un portrait de Léonard, car il avait une grande familiarité iconographique avec un tableau analogue aux Offices. Exposé dans le plus grand musée de Florence, les Offices, ce tableau fut longtemps considéré comme un autoportrait de Léonard de Vinci. Mais en 1938, une expertise apporta la preuve qu'il avait été peint au XVIIe siècle, 100 ans après la mort du peintre. Il s'agissait donc d'un faux. Comment expliquer la ressemblance si frappante entre ces deux tableaux? Ce portrait pourrait-il être l'original de celui des Offices? Serait-il alors l'authentique autoportrait de Léonard de Vinci que l'on croyait à jamais disparu? L'enjeu est immense. Il n'existe qu'une quinzaine de tableaux du maître toscan, et personne ne sait exactement à quoi ressemblait le peintre. La possible découverte d'un autoportrait de Léonard de Vinci pose d'emblée la question de la datation. Nicola Barbatelli se rend chez Giancarlo Napoli, un restaurateur spécialisé dans l'analyse des œuvres d'art. Dans ma vie, j'ai eu la chance de voir beaucoup de tableaux, parce que j'ai toujours travaillé pour de grands musées, pour de grandes collections. L'instinct, l'œil ne m'ont jamais trompé. Dans le cas de ce tableau, en revanche, quand je l'ai vu, je pensais, comme il était bien conservé, qu'il pouvait s'agir peut-être d'une de ces copies du XIXe siècle. Donc la sensation, quand j'ai vu le tableau, c'était qu'il était trop beau pour être du XVIe siècle.
Léonard de Vinci est né en 1452 et mort en 1519. Le portrait de Lucani est celui d'un homme d'environ 50 ans. S'il représente le peintre, il devrait avoir été réalisé dans les premières années du XVIe siècle, dans la ville où vivait Léonard de Vinci, à Florence. Au XVe siècle, Florence est la ville où se développe une révolution dans l'art, que ce soit en peinture, sculpture ou architecture. Ce que l'on nommera plus tard la Renaissance. Au XVe siècle, les Florentins avaient déjà un fort niveau d'alphabétisation. Ils avaient aussi de très bonnes notions d'arithmétique et de calcul, car ils étaient les grands commerçants du Moyen Âge, en majorité des marchands de laine et des banquiers. Toutes les conditions économiques préalables à l'épanouissement culturel de la ville étaient donc réunies à cette époque. À la tête de la République florentine, la famille des Médicis, banquiers et grands amateurs d'art. Cosimo d'abord, puis celui que ses contemporains surnommèrent Lorenzo le Magnifique. Un passionné d'architecture et de poésie qui contribua à protéger et faire éclore de nombreux artistes, comme les peintres Botticelli, Michel-Ange ou Léonard de Vinci. L'un des plus importants ateliers de Florence était celui du sculpteur et peintre Andrea Verrocchio, protégé des Médicis. À l'époque, un jeune homme qui souhaitait devenir artiste ne suivait pas une école d'art, mais suivait plutôt un système d'apprentissage. On entrait dans la bottega, c'est-à-dire l'atelier d'un peintre établi ou d'un sculpteur orfèvre, pour y travailler en tant qu'apprenti. On y apprenait tous les secrets du métier, comment moudre les pigments, appliquer la peinture, manier la pointe d'argent, la technique du dessin. On y travaillait aussi la peinture dite à tempera. Puis, dès la fin du XVe siècle, on y apprenait également les techniques de la peinture à l'huile. C'est dans la bottega de Verrocchio que le jeune Léonard de Vinci entre en 1467, à l'âge de 15 ans, pour faire son apprentissage. Il s'y initie au dessin, à la peinture, mais aussi à la sculpture, à l'architecture et aux arts mécaniques. Il reste avec Verrocchio jusqu'à ses 20 ans. Et Verrocchio, je pense, a repéré très tôt Léonard, a reconnu ses talents, il les a encouragés même. Et au XVe siècle, nous les voyons en tandem, travailler ensemble et collaborer. Le baptême du Christ témoigne de cette collaboration. Commencé par Verrocchio, cet ouvrage fut achevé par Léonard de Vinci, auquel on attribue notamment la paternité de l'ange, situé à l'extrême gauche du tableau. Quinze jours après sa première visite, Nicola Barbatelli est appelé par Giancarlo Napoli. Le restaurateur a terminé de nettoyer le tableau. Il était complètement différent. Il y avait des accros, des coups, des lésions. Et donc, on s'est demandé d'où venaient tous ces coups. Le restaurateur m'a expliqué qu'en réalité, ils avaient été couverts par des restaurations successives, qu'il avait retirées lors de ce nettoyage. Ces lésions n'étaient rien d'autre que la partie émergée de l'iceberg. Quand j'ai commencé à nettoyer le tableau, j'ai remarqué les micro-fissures,
Ces micro-fissures étaient dues au mouvement du bois survenu au cours des siècles. Elles étaient en effet typiques des tableaux de la Renaissance. Les conclusions du restaurateur sont encourageantes. Mais pour confirmer qu'il s'agit bien d'un tableau du XVIe siècle, il faut aller plus loin dans les investigations. C'est le début d'une grande enquête à travers toute l'Europe. Baptisé le portrait de Lucani, en référence à l'ancien nom de la région dans laquelle il a été retrouvé, le tableau est transporté à Naples, au centre Innova, spécialisé dans l'étude scientifique des monuments historiques et des œuvres d'art. Il est confié au professeur Giovanni Paternoster, spécialiste de l'analyse au rayon X. Grâce à cette technique, il est possible de déterminer avec précision l'âge des pigments utilisés. Il faut avoir à l'esprit que de l'Antiquité jusqu'au début du XIXe siècle, les pigments sont restés les mêmes. Ce sont des pigments de type minéral ou aussi d'origine végétale ou animale. C'est seulement au XIXe siècle que se sont développés des pigments, disons, synthétiques ou de type organique. Ce que l'on fait, c'est vérifier la qualité des pigments présents dans le tableau. Un élément du portrait, la plume blanche qui orne le chapeau, intrigue les chercheurs. Son extrême blancheur laisse penser qu'elle a été peinte avec un pigment synthétique, ce qui serait la preuve que le portrait ne date pas de la Renaissance. Pour en avoir la certitude, les chercheurs ont scanné au rayon X l'ensemble du tableau. Voyons un peu la courbe relative à la joue. Voilà. Ici, on voit bien le marqueur de l'antimoine. En effet, il n'y a pas l'étain. Et le plomb est bien présent. Donc, ça devrait être un antimoine de plomb, qui pourrait être un jaune de Naples. Les premières traces de son utilisation remontent au début du XVIe siècle. Jaune de Naples, rouge vermillon, bleu indigo ou vert azur. Ces substances, parfois toxiques, étaient préparées par les apprentis. On les mélangeait à de l'œuf pour obtenir une peinture dite à tempera grassa, qui à la fin du XVe siècle sera progressivement remplacée par la peinture à l'huile. Ce pigment était couramment utilisé à la Renaissance. Mais qu'en est-il de la plume? Le pigment qui la constitue est un blanc de titane, un pigment qui a été introduit seulement au début du XXe siècle. Cela signifie que la plume a été repeinte ultérieurement, probablement à l'occasion d'une restauration. Hormis le blanc de titane, tous les pigments du tableau de Lucani sont compatibles avec une datation à l'époque de la Renaissance. Pour Nicola Barbatelli, c'est un résultat très prometteur. Il décide de poursuivre les analyses avec le professeur de physique Filippo Terrasi. Pour dater le support du tableau, le professeur Terrasi va utiliser la technique du carbone 14. 3 fragments de bois de quelques milligrammes sont prélevés à l'arrière du panneau. Le bois, comme tout organisme végétal ou animal, contient du carbone 14. À la mort de l'organisme, la quantité de carbone 14 diminue à travers le temps. En mesurant aujourd'hui ce qu'il en reste, on peut en déduire l'âge du panneau de bois utilisé pour le portrait.
Il est nécessaire de préciser que la datation au carbone 14 n'établit pas la période à laquelle le panneau a été utilisé comme support de peinture. On fournit un renseignement sur la période de croissance de l'arbre dont le bois a été extrait. Et la période qu'on a déterminée se situe entre 1474 et 1517. L'analyse scientifique au rayon X et au carbone 14 du tableau de Lucani certifie que le tableau date de la Renaissance, de la fin du XVe siècle ou du tout début du XVIe siècle. Il a donc été peint du vivant de Léonard de Vinci. En 1481, le peintre florentin est chargé par le couvent augustinien San Donato de Scopetto de peindre une adoration des mages. C'est sa première commande d'envergure. Il a 30 mois pour la réaliser. La plupart du temps, on vous donnait un ensemble de conditions. En général, les 3 éléments principaux à respecter étaient le sujet de l'œuvre, une vierge à l'enfant, une crucifixion ou autre, la somme d'argent offerte, dont une partie servirait à acheter du matériel, et enfin, le plus important, le délai accordé pour achever le travail. Léonard de Vinci ne terminera jamais l'adoration des mages. Le tableau, récemment restauré, a retrouvé son état d'origine, laissant pour la première fois apparaître la richesse de ses détails et la virtuosité de sa composition. Le peintre parvient à mettre chaque personnage en mouvement tout en ramenant l'attention du spectateur vers la Vierge et l'enfant au centre du tableau. Retour à Salerne. Nicolas Barbatelli se rend chez le restaurateur qui a fait une incroyable découverte au dos du tableau. Durant le nettoyage est apparu Pinxit Mea, écrit à l'envers. Curieux, n'est-ce pas? Le texte est écrit de droite à gauche avec une inversion graphique des lettres. Cette écriture, dite spéculaire, est caractéristique des gauchers. On la retrouve chez Léonard de Vinci, qui écrivait et peignait de la main gauche. En témoignent ses carnets de notes, appelés codex, dans lesquels il consignait ses réflexions et expériences dans des domaines aussi divers que l'anatomie, l'hydraulique, l'architecture ou la botanique. Des milliers de pages, écrites systématiquement à l'envers. Pinxit Mea, 2 mots latins. Que peuvent-ils signifier? À Vinci, le village où est né le peintre, l'historien Peter Hohenstadt se rend à la bibliothèque qui conserve les fac-similés des codex du maître toscan. Pinxit Mea, it's a text which the Latin is... Pinxit Mea est une phrase dont le latin n'est pas 100% correct. It could be very easily read, Mea. Mea signifie probablement moi-même. Myself, yeah, could be, yeah, and Pinxit, he et Pinxit, il a peint. Donc, il a peint moi-même. Ce pourrait être un jeu de mots. Moi-même est celui qui parle, mais aussi celui qui est sur la peinture. La traduction latine ne fonctionne pas vraiment. On sait que le peintre écrivait majoritairement en toscan. Fils illégitime d'un notaire de Florence, il ne put étudier à l'université et apprit le latin en autodidacte.
Cette imparfaite connaissance du latin pourrait-elle expliquer la forme grammaticale étrange de Pinxit Mea? Rendez-vous à Monteforte Irpino avec Silvana Giuliano, experte en graphologie criminelle. L'examen repose sur la comparaison des écritures. Silvana Giuliano a travaillé à partir de fac-similés du Codex Atlanticus qui rassemble plus d'1 millier de pages de notes de Léonard de Vinci. Ces détails, ces minuties, rencontrées dans certaines lettres, ont été évaluées et comparées avec les lettres de l'écriture Pinxit Mea, qui reprenaient exactement les mêmes modalités. Disons que les codex nous ont confortés pour dire que probablement, avec une bonne approximation, Pinxit Mea a été écrit par Léonard. Si Léonard de Vinci est l'auteur de l'inscription Pinxit Mea, le panneau de Lucani pourrait bien être son autoportrait. Il représente un homme d'âge mûr, d'environ 50 ans. Le peintre étant né en 1452, le tableau aurait donc pu être peint autour de 1500. Cette année-là, Léonard de Vinci est contraint de quitter Milan. La guerre a repris en Italie. Les armées françaises du roi Louis XII ont envahi la cité lombarde, provoquant la chute de son protecteur Ludovic Sforza. C'est à Florence, la ville où il a vécu ses premières années d'apprentissage, que Léonard de Vinci choisit de revenir. Il y arrive au printemps de l'année 1500. 20 ans sont passés. La cité toscane a beaucoup changé. Les Médicis ne sont plus au pouvoir. À 50 ans, le peintre doit à nouveau tout recommencer. Il espère trouver à Florence encore quelques appuis. C'est Filippino Lippi, l'un de ses amis de Florence, qui très gentiment lui confia une de ses commandes, Sainte Anne, la Vierge et l'Enfant. Il voulait l'aider financièrement, l'aider à s'installer et à redorer sa réputation. Cette histoire montre bien qu'en fait, les clients se souciaient davantage du sujet de l'œuvre plutôt que de celui qui la peignait. Léonard de Vinci n'achèvera jamais son retable. Il ne réalisera qu'un dessin préparatoire, malheureusement aujourd'hui disparu. Mais le peintre a travaillé toute sa vie sur le thème de Sainte Anne, la Vierge et l'Enfant. 2 dessins à l'encre, un tableau conservé au musée du Louvre, et enfin une esquisse au fusain rehaussée de blanc nous laisse imaginer à quoi ce premier dessin pouvait ressembler. Les moines, éblouis par le dessin de Léonard de Vinci, décident de l'exposer au grand jour. Tout Florence se précipite au couvent des Servites. En ces temps troublés, où les guerres reprennent, on vient se recueillir devant Sainte Anne, la patronne protectrice de Florence. Mais on vient aussi admirer le style du peintre toscan. La peinture est d'abord un travail intellectuel qui se nourrit de toutes les sciences. Elle est una cosa mentale, une activité mentale, disait Léonard de Vinci. Derrière la douceur des figures, les paysages énigmatiques, se cache une somme de réflexion et d'expérience préalable à l'exécution de l'œuvre. Son souci, c'était de peindre la réalité. Comment faire en sorte que ce tableau ressemble le plus possible à ce que je vois lorsque je regarde le monde? C'était ça, son défi. Le soin apporté à la peinture des visages et des corps, en lien avec les études anatomiques du peintre, leur confère une grande impression de réalisme. Les personnages sont comme pris sur le vif, à travers un regard qui s'anime ou un sourire qui s'esquisse. Léonard de Vinci parvient à les rendre incroyablement vivants.
Peut-on retrouver dans le tableau de Lucani les qualités observées dans les peintures de Léonard de Vinci? Se pourrait-il que l'homme qui a peint la Joconde soit également l'auteur de ce portrait? Le soin apporté aux détails que l'artiste exalte dans ce tableau, les muscles de la mâchoire, jusqu'à même représenter le léger pli de la joue, la finition des boucles des poils de la barbe, tracés presque un par un avec une précision extraordinaire. La façon dont les cheveux sont peints, c'est typiquement sa facture. Mais ce qui mobilise le plus notre attention dans ce portrait, c'est le regard. On est happé par ce regard, qui semble suivre le spectateur quelle que soit sa position, comme celui de la Joconde. L'analyse du panneau de Lucani révèle des correspondances avec la peinture de Léonard de Vinci. S'il a été peint par le maître toscan, pourrait-il alors être un autoportrait? Depuis 5 siècles, l'apparence du peintre n'a cessé d'être l'objet de controverses. On sait qu'il est né dans le village toscan de Vinci, d'où il tient son nom. Mais ses contemporains ont laissé très peu de témoignages. Les premières biographies, écrites par Giovio, Magliabecchiano ou Vasari, ont été rédigées après sa mort, au XVIe siècle. Les seules descriptions écrites que nous avons de Léonard de Vinci ont en fait été rédigées des décennies après sa mort par des gens qui ne l'ont jamais rencontré. Elles sont cependant unanimes concernant sa beauté. Ils décrivent de longs cheveux, une belle barbe bouclée et un homme très bien habillé. Le dessin de Turin, réalisé à la sanguine, représente le peintre sous les traits d'un vieillard impénétrable. Jusqu'à récemment, il était considéré comme le seul autoportrait véritable de Léonard de Vinci. Il était la représentation officielle de l'artiste. Mais il y a quelques années, on a découvert que ce dessin datait de la fin du XVe siècle, époque où Léonard de Vinci avait moins de 50 ans. Cela a jeté un doute sur son authenticité. Il reste le dessin de Windsor. Ce portrait de profil, exécuté vers 1515 par Giovanni Francesco Melzi, est le seul témoignage iconographique de l'apparence du peintre qui n'ait pas été remis en cause. Léonard de Vinci rencontre Melzi en 1508. Ce jeune aristocrate milanais souhaite apprendre la peinture. Le peintre l'accueille comme apprenti dans son atelier. Melzi ne le quittera plus. La question de la figure de Léonard de Vinci a toujours obsédé le monde de l'art. Certains historiens ont avancé que le visage de l'homme de Vitruve ou celui du jeune homme présent dans l'adoration des mages serait celui du peintre. Récemment, on a retrouvé dans un codex sur le vol des oiseaux un dessin qui pourrait être son autoportrait. Mais ce ne sont que des conjectures. Nous sommes face à une énigme où portrait et autoportrait, vrai et faux, se renvoient dos à dos dans un jeu de miroirs sans fin. Pour résoudre ce mystère, Nicola Barbatelli décide de faire appel à des experts spécialistes dans l'analyse morphologique des visages. Plusieurs études sont lancées. L'une d'entre elles a lieu en Espagne, en association avec Christian Galvez.
Ce chercheur espagnol est l'auteur d'une étude sur l'évolution des représentations picturales de Léonard de Vinci. Je prends contact avec les spécialistes en morphopsychologie de la Guardia Civile. Ils sont experts en reconnaissance faciale. Ils décident alors d'appliquer toutes leurs connaissances en morphologie à l'art, et dans ce cas précis au tableau de Lucani, au portrait de Melzi et à l'autoportrait supposé de Turin. Les visages sont analysés et comparés pour déterminer s'il existe une compatibilité morphopsychologique entre les différents portraits. L'homme qui apparaît sur le portrait de profil de Windsor et celui qui apparaît sur le portrait de Lucani sont la même personne. Le seul qui ne coïncide pas, c'est l'autoportrait supposé de Turin. Le visage représenté sur le tableau de Lucani correspond morphologiquement à celui du dessin de Melzi. Mais comment être sûr qu'il s'agit véritablement d'une seule et même personne? À l'université de Tallinn, une expérience de reconstitution 3D pourrait en apporter la preuve. Orest Kormachov, professeur d'art à l'Académie de Tallinn. Hélène Koch, spécialiste 3D. Et Gian Domenico Glini, ingénieur, se sont associés pour cette recherche inédite. La comparaison entre le profil de Melzi et le trois quarts de Lucani nous a permis de repérer des points qui coïncident parfaitement entre les deux œuvres et de mettre en place notre reconstruction en 3 dimensions du visage de Léonard. En parallèle de la reconstitution 3D sur ordinateur, Orest Kormachov s'attelle au modelage de la figure de Léonard de Vinci. L'idée était d'utiliser différentes approches. D'abord une classique avec une sculpture, et l'autre avec les nouvelles possibilités numériques. 2 manières complètement différentes. Nous étions très curieux de voir si on allait arriver au même résultat. Quelques jours plus tard, Gianni Glini revient à l'université pour découvrir la sculpture et la reconstitution 3D. Pour la première fois, le visage de Léonard de Vinci apparaît en 3 dimensions, lui conférant une impression de réalité troublante. Il s'agit de la première reconstruction de ce type sur le visage de Léonard. Disons que nous pouvons voir Léonard tel qu'il était, comme si on l'avait croisé dans la rue. Mais un problème de concordance est apparu entre la reconstitution 3D et le tableau de Lucani. Nous avons évidemment, en tout premier lieu, cherché à remettre le visage de Léonard de Vinci reconstruit dans la même position que sur le tableau. Et là, nous avons été parcourus d'un grand frisson, car en réalité, les images ne concordaient pas parfaitement. Quand on a cherché à faire coïncider le visage au niveau du nez et de la bouche, on s'est aperçu que les yeux ne coïncidaient pas.
Et donc, nous avons pensé que c'était une erreur de reconstruction. Quelque chose nous avait échappé. Mais quoi? On retrouve la pose de 3/4 dans le tableau de Lucani, mais si l'on observe attentivement le portrait, on remarque une divergence des pupilles. L'œil droit regarde de face, mais l'œil gauche semble regarder légèrement sur le côté. La position des pupilles apparaît bizarrement déconnectée, comme si la pupille d'un œil regardait dans une direction différente de l'autre. Et cette particularité peut se rencontrer de façon évidente dans le Saint Jean-Baptiste, un peu moins évidente, mais présente quand même dans la Joconde. Et on l'a retrouvée dans le tableau de Lucani. Cette même asymétrie du regard serait-elle une preuve que le portrait de Lucani a été peint par Léonard de Vinci? Comment expliquer cette divergence entre les deux yeux? À la fin du XVe siècle, il avait compris que les hommes regardent avec deux yeux. Et pour lui qui cherchait toujours à peindre la réalité telle qu'on la voit, cela a posé un véritable problème. Comment peindre quelque chose que nous voyons avec deux yeux? L'enjeu est énorme pour le peintre, car la vision binoculaire nous permet de percevoir la réalité en 3 dimensions. C'est la fusion dans notre cerveau de 2 images, l'une provenant de l'œil droit et l'autre de l'œil gauche, qui permet la perception du relief. Comme toujours, c'est au travers de l'expérimentation que Léonard de Vinci va trouver la solution pour traduire en peinture la vision binoculaire. Il a pris une sphère, il a dessiné la moitié vue par le premier œil, a recommencé avec l'autre moitié vue par le deuxième œil. Et il s'est aperçu que cela donnait une perception spatiale de l'objet, chaque moitié semblant ressortir davantage. Mais alors, ne serait-il pas possible que le tableau de Lucani puisse être la fusion des 2 images, vues avec un œil puis avec l'autre? Cela pourrait expliquer pourquoi notre reconstruction 3D ne pourra jamais coïncider avec le portrait. Le portrait de Lucani serait donc la combinaison de 2 points de vue. Le nez et la bouche, orientés de 40 degrés, ont été peints avec l'œil droit, et les yeux et le reste du visage orientés de 22,5 degrés avec l'œil gauche. Cela explique l'écart d'axe observé entre le nez, la bouche et les yeux. Ce qu'il a fait dans la Joconde et aussi dans ce portrait, c'est qu'il a tourné légèrement la tête de sorte que la ligne du nez cache l'endroit du visage où les 2 points de vue se rejoignent. Et là, il avait une technique que l'on appelle le sfumato. Il fut le premier à utiliser le sfumato pour traduire la vision binoculaire. De l'art et de la science. Voilà ce qui se cache derrière le portrait de Lucani. La complexité du tableau renvoie à la conception du maître florentin qui considérait la peinture comme un art au service de la compréhension du monde. C'est à Chieti, au sud de l'Italie, qu'une dernière expérience est lancée. Une recherche d'empreintes digitales est confiée au professeur Luigi Capasso, qui travaille en collaboration avec la brigade policière et scientifique. Léonard de Vinci, en tant que personne, en tant qu'homme, n'a pas laissé de traces de lui.
Par conséquent, quelle est la possibilité qu'il nous reste en tant que chercheurs d'accéder aux informations paléobiologiques qui concernent ce très important personnage italien? L'unique possibilité est de vérifier s'il a laissé des traces biologiques sur les objets qu'il a manipulés. Et donc, l'idée de l'empreinte digitale est quasi automatique. Sur une centaine de feuilles provenant de la Bottega de Léonard de Vinci, plus de 200 fragments d'empreintes ont été identifiés. Une empreinte a également été retrouvée sur la dame à l'hermine. C'est ainsi que nous avons reconstruit l'empreinte du pouce gauche de Léonard de Vinci, qui constitue la première information à caractère biologique que nous avons sur ce grand maître. Les policiers décident de lancer une recherche d'empreintes sur le portrait de Lucani. Des clichés macrophotographiques vont être réalisés sur l'ensemble de la surface du tableau. Sur le portrait de Lucani, nos confrères policiers ont trouvé 3 fragments d'empreintes digitales, 2 sur la surface picturale et 1 sur le support en bois. Nous nous sommes focalisés sur le fragment d'empreinte digitale situé à proximité de la plume du chapeau. Nous avons comparé ce fragment d'empreinte digitale à l'empreinte reconstruite. Et en effet, cette comparaison met en valeur 3 détails coïncidents. Les empreintes sont partiellement compatibles en termes techniques. Ce fragment d'empreinte a sûrement été réalisé au même moment que l'application de la couche de peinture, car il est incrusté. Il a été laissé, imprimé sur la peinture quand elle n'était pas encore sèche. La peinture était encore fraîche. Une empreinte laissée sur de la peinture fraîche. Ce geste nous renvoie à la pratique de Léonard de Vinci qui utilisait ses doigts pour créer des effets d'ombre. Qui d'autre que le peintre aurait pu poser son pouce sur un tableau en cours d'exécution? Après avoir voyagé à travers l'Europe pour les besoins de l'enquête, le tableau est exposé au musée de Lucani. En 2009, la possible attribution du portrait est un événement dans le monde de l'art. À cette occasion, Nicola Barbatelli reçoit le professeur Carlo Pedretti, l'un des plus éminents spécialistes de l'œuvre de Léonard de Vinci. Io sono sempre molto cauto, molto prudente, ma anche sempre molto ottimista, perché io ho grandissima fiducia nelle opere d'arte che sanno parlare da sé, e questa mi parla da sé. E io ci sento qualche cosa che va studiato. Après cette ultime phase de restauration, le panneau apparaît enfin dans son état originel, sans vernis et sans plume blanche.
La découverte du tableau restauré a été extraordinaire. Le plus intéressant a été de voir apparaître la carnation du visage, le sfumato, les jeux de lumière incroyablement travaillés. Durant les 15 dernières années de sa vie, Léonard de Vinci n'a cessé de voyager, à la recherche d'un mécène. En 1516, le peintre reprend la route pour accomplir son dernier voyage. À 64 ans, il traverse les Alpes à dos de mule, emportant avec lui ce qui lui est le plus cher, ses carnets et 3 de ses tableaux. La Joconde, la Sainte-Anne et le Saint Jean-Baptiste. Le jeune roi de France, François Ier, l'invite à venir résider à Amboise. C'est ici, dans la demeure du Clos Lucé, située non loin du château de François Ier, qu'il passera les 3 dernières années de sa vie aux côtés de son fidèle compagnon, Giovanni Francesco Melzi. C'est un exil doré pour Léonard. François Ier lui donne, comme marque d'affection, à 500 mètres du château royal, ce palais du Clos Lucé, comme il l'appelle, le Palazzo del Clou. Il y a une relation étonnante entre ce jeune roi qui a 22 ans et ce grand artiste que François Ier considère à la fois comme un grand savant, comme un grand scientifique, comme un magnifique peintre, mais aussi comme un mentor. Au Clos Lucé, contrairement à ce que l'on peut penser, Léonard ne reste pas inactif. Il va travailler sur des projets et des commissions royales. Et surtout, il a aussi avec lui plusieurs de ses tableaux, dont un, le plus apprécié et le plus célèbre, il ne l'était pas à l'époque mais il l'est aujourd'hui, Mona Lisa. La Joconde, le Saint Jean-Baptiste et la Sainte-Anne. Mais aucune trace d'un autoportrait. Lors de ses 3 dernières années au Clos Lucé, Léonard de Vinci travaille à la mise en ordre de ses carnets avec l'aide de son fidèle Melzi. Il projette d'écrire plusieurs traités sur les différents sujets qu'il a étudiés au cours de sa vie. Mais la tâche est immense et le peintre n'aura pas le temps de l'accomplir jusqu'au bout. Je trouve triste que Léonard de Vinci soit mort sur son lit au printemps 1519, en pensant que tout ce qu'il avait fait se perdrait ou passerait inaperçu. L'une des dernières choses qu'il ait écrites dans ses carnets est « Dis-moi si une seule chose a été faite ». Il pensait qu'il n'avait pas fait tout ce qu'il aurait pu faire. Il est mort convaincu que son travail disparaîtrait avec lui et qu'il serait balayé par le cours de l'histoire. Léonard meurt le 2 mai 1519 à Cloux et il a souhaité que sa dépouille soit portée par une trentaine de mendiants portant des flambeaux jusqu'en l'église Saint-Florentin de la chapelle royale d'Amboise où il fut inhumé.
Cette histoire est fascinante, car 5 siècles plus tard, Léonard se laisse découvrir. Ce n'est pas nous qui avons, entre guillemets, récupéré un possible tableau de Léonard. C'est Léonard qui, après 5 siècles, a décidé d'émerger de l'ombre. Ce n'est pas une empreinte digitale, ce n'est pas une signature, mais c'est ce qui est représenté et la façon dont c'est représenté. Et il y a un peintre qui peignait de cette façon si particulière. C'est Léonard de Vinci. Pour moi, c'est cela qui est convaincant. Durant des siècles, l'apparence de Léonard de Vinci est restée une énigme. L'enquête autour du tableau de Lucani laisse penser qu'il pourrait être un authentique autoportrait du peintre. 500 ans après sa mort, cette incroyable découverte nous laisse entrevoir à quoi ressemblait son visage, levant le voile sur l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'art.